Les conseillers du CSC sont depuis ce matin en session. Plusieurs points seront débattus, dont celui axé sur le retrait des fréquences électriques en cessation d'exploitation. Précision dans ce journal. Mali, Angola, Congo, ce sont là les adversaires du MENA Cadet pour les phases finales de la CAN des cadets prévue en avril 2017 à Madagascar. Le groupe est équilibré, dira Soubel Tchamogo, coach du MENA Cadet que vous suivrez dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie ce matin de remise de kits de lavage de mains à l'eau et au savon aux élèves des écoles aéroports 2 et Pays-Bas 1 et 2. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lavage des mains au savon célébrée le 15 octobre dernier. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafis Zaou. Les écoles primaires aéroports 2 et Pays-Bas 1 et 2 à l'honneur en cette journée mondiale de lavage des mains, une édition 2016 dont ces écoles en sont les principales bénéficiaires de ces kits de lavage à l'eau et au savon. Naturellement, les responsables de ces établissements se réjouissent. La mise en place de ces dispositifs de lavage de mains a une importance de choix, car cela permettra à nos élèves d'être propres. Il va certainement contribuer à l'amélioration de la santé de nos élèves et à éviter les maladies comme diarrhée, la dysenterie, la fièvre typhoïde, le choléra, etc. Ce geste symbolique est d'une importance capitale, car c'est à 3748 enfants que vous faites éviter de nombreuses maladies telles que les diarrhées, les maux de ventre, pour ne citer que celles-là. Ce geste est noble, car au-delà des écoles, cette bonne pratique à travers les élèves fera tache d'huile dans les foyers. Une édition 2016 dont l'importance du thème n'est plus à démontrer et se justifie amplement. À l'instar des autres nations du monde, notre pays a célébré le 15 octobre dernier la journée mondiale de lavage des mains au savon édition 2016. Le thème de cette année est faire du lavage des mains au savon une habitude. Par ce thème, la communauté internationale a voulu mettre l'accent sur la sensibilisation du public sur les conséquences liées à une mauvaise hygiène des mains sur la santé. Comme vous le savez, un des axes stratégiques de la politique du Niger en matière d'assainissement est l'amélioration des pratiques d'hygiène et d'assainissement. C'est pourquoi, dans le cadre des manifestations de cette journée, le comité d'organisation de la journée mondiale de lavage des mains au savon a porté son choix sur vos écoles pour procéder à la distribution et à la démonstration du lavage des mains à l'eau et au savon. Pour magnifier l'événement tout en joignant l'acte à la parole, une démonstration du lavage des mains à l'eau et au savon par les élèves aura constitué l'épilogue de la cérémonie. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication de sa session ordinaire au titre du mois d'octobre 2016. Une session qui comporte donc 6 points avec une attention qui portera sur le retrait des fréquences radioélectriques en cessation d'exploitation. Le point avec Alice Ibrahim. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'octobre comporte 6 points qui sont examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de septembre 2016, information sur le Conseil supérieur de la communication, examen et adoption du règlement intérieur du Conseil de presse, modalité de la tenue de l'audience publique pour le retrait des fréquences radioélectriques en cessation d'exploitation, examen et adoption des rapports d'activité des directions centrales du Conseil supérieur de la communication et questions diverses. Cependant, un traitement particulier sera fait par le Conseil supérieur de la communication en ce qui concerne certaines radios et télévisions qui n'ont jamais vu le jour et relativement à d'autres qui sont en cessation d'exercice depuis plusieurs années et qui se verront retirer les fréquences radioélectriques. Il s'agit en l'occurrence
de mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance 93-31 du 30 mars portant sur la communication audiovisuelle qui dispose, je cite, « Le Conseil supérieur de la communication peut, après mise en demeure et après avoir fourni à l'intéressé l'occasion de se faire entendre dans le cadre d'une audience publique, procéder au retrait de l'autorisation. » Au cours de l'examen de ce point, nous allons d'une part procéder à l'inventaire de toutes les fréquences qui sont en cessation d'exploitation et d'autre part déterminer les modalités de tenue de l'audience publique. Mais tout ce processus doit être conduit dans le respect de la loi, car comme le souligne l'article 28 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, je cite encore, les décisions du CSC sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d'État. Ainsi, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdrahmane Ousmane, d'exhorter les conseillers d'examiner minutieusement les différents points soumis à leur délibération afin de permettre au CSC de prendre des décisions justes au service de l'intérêt général. Un mot de l'économie, plus de 1809 milliards de francs CFA, c'est le budget 2017 du pays, dont plus de 50% pour la mobilisation des ressources internes. Une mobilisation qui ne peut se faire sans ressources humaines suffisantes, mise à mal par la révocation de 452 agents des régies financières. Le constat est signé Adam Soumana. Il n'est un secret pour personne. Le Niger traverse depuis quelque temps une crise financière sans précédent. Et c'est dans ce contexte que le budget 2017 de l'État est chiffré à plus de 1809 milliards de francs CFA. Un budget jugé trop fantaisiste par certains et pour lequel l'État compte sur une mobilisation des ressources internes de l'ordre de 1023 milliards de francs CFA, comme annoncé par le ministre en charge de la question devant la représentation nationale. Pour ce qui est des mesures, des dispositions relatives donc aux recettes, donc aux ressources, je disais il y a deux volets. Les mesures fiscales nouvelles qui sont de l'ordre de 9, je ne vais pas les citer en intégralité, mais aussi un certain nombre de mesures, je disais administratives, qui vont permettre non seulement d'optimiser le rendement des impôts, d'accroître l'assiette fiscale et de permettre comme je disais, un renforcement du rendement des impôts. Et pour ce qui est des dépenses de personnel, de limiter le recrutement uniquement dans les secteurs où c'est vraiment prioritaire. Ici, les questions pour le recrutement ne vont continuer que dans les secteurs, par exemple, de la sécurité. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de doute que la nécessité s'impose de continuer le recrutement au regard du contexte assez tendu. Par contre, il y a aussi d'autres secteurs qui vont être, où le recrutement s'impose et doit continuer, notamment au niveau des régies pour la mobilisation des ressources. Cependant, force est de reconnaître que la mobilisation des ressources internes pour l'année 2017 risque d'être compromise avec notamment la révocation de près d'un demi-millier d'agents des régies financières. Si dans un pays, ceux qui sont censés, n'est-ce pas, mobiliser les ressources internes, déjà nous avons des difficultés, toutes ces régies financières-là n'atteignent pas leurs objectifs du fait non seulement du manque criard d'agents, surtout au niveau de la direction générale des impôts, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, je parle en connaissance de cause. Il y a un impôt qui devrait rapporter suffisamment d'argent à l'État du Niger, qui est la taxe immobilière, la TI. Mais du fait du manque d'argent, l'État n'arrive pas à recouvrer assez d'argent dans ce secteur. Et un beau matin, le ministre de la fonction publique dit que les agents là qui sont censés venir apporter aussi leur contribution dans la mobilisation des ressources internes, il dit qu'il les révoque, qu'il les met au chômage. Pas sans dire que la révocation va impacter, parce que si un travail devrait être fait par 100 ou 200, voire 700 personnes, et qu'on enlève une grande partie de nouveaux agents qui sont censés apporter du sang frais dans la mobilisation, il va sans dire que cela impacte sur la mobilisation des ressources internes.
Cette affaire de révocation mérite ainsi une attention particulière des décideurs au plus haut sommet de l'État afin d'éviter de porter préjudice au trésor national dans un pays qui fait déjà face à un assèchement de ses finances publiques. L'actualité dans nos régions plutôt, la situation toujours précaire des étudiants de l'Université de Maradi au centre d'un point de presse de l'Union des étudiants de cette université ce week-end. L'Union des étudiants de Maradi interpelle une fois de plus les autorités de trouver des solutions aux problèmes des étudiants. Un extrait avec le secrétaire général de l'UNUN Maradi et que je propose de suivre. La sélection des dossiers pour les nouveaux bacheliers qui aspirent à évoluer et à faire leur cycle supérieur à l'université de Maradi. Toutes ces tâches qui devraient être exécutées, non pas plus et au-delà du mois de septembre, continuent d'être une charge qui porte sur l'université de Maradi du fait de l'indisponibilité récurrente et permanente des enseignants-chercheurs. Nous ne comprenons pas cet état de fait. Il faudrait que le gouvernement assume sa responsabilité. S'il ne peut pas gérer l'enseignement supérieur au Niger, alors qu'il ait l'amabilité de sortir, dire la vérité au peuple nigérien, pour dire que ce peuple qui aspire à sa liberté, qui aspire à son développement à travers l'enseignement supérieur, a commis l'imprudence et l'erreur historique de l'avoir élu à la tête pour la gestion de ses affaires publiques. De dire à ce peuple qu'il a le regret de n'avoir pas pu tenir ses promesses les plus sociales. Il n'y a point de développement, nous en sommes convaincus, dans un pays tant que l'enseignement supérieur est en panne. Cet état de fait étant avéré, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi déplore avec la dernière énergie le comportement des dirigeants de notre pays. Nous comprenons que le pays traverse une situation particulière à travers la crise, à travers l'insécurité. Peut-être que la nébuleuse Boko Haram, maudit soit-elle, fait du mal à notre pays dans sa situation actuelle. Nous compatissons à la situation de nos forces de défense et de sécurité. Nous compatissons à la peine et à la situation que traverse le pays. Mais nous refusons d'être ceux qui devraient payer au plus cher cette situation difficile. Nous croyons à notre cause. Nous croyons à l'académie. Nous croyons à l'avenir. Au-delà de la question académique, l'université de Maradi, de Zender tout comme de Tawa, font toujours l'objet d'une attente angoissante par rapport à la question de l'aide sociale. Il en est également un droit bafoué ici par les autorités de la 7e République. Du sport dans cette édition d'information, le MENA Cadet connaît désormais ses adversaires pour les phases finales de la CAN des cadets prévue à Madagascar en 2017. Il s'agit du Mali, l'Angola et le Congo. Réagissant à ce tirage, le club du MENA Cadet, Soumela Tchamogo, a jugé le groupe équilibré. On l'écoute. C'est un tirage équilibré parce que là, de toute façon, on ne pouvait pas tomber et sur le pays organisateur et sur le pays détenteur de la coupe. Là, nous sommes tombés sur le détenteur de la coupe qui est le Mali, le pays organisateur étant dans la poule A. Nous ne pouvons pas tomber non plus sur la Guinée parce que nous sommes les deux à être qualifiés à la dernière CAN. Donc la Guinée aussi est de l'autre côté. Nous sommes du côté de la poule B et nous nous retrouvons avec l'Angola et le Congo. Je crois que c'est quand même un tirage au sort suffisamment équilibré. Quand on fait les statistiques, le Mali s'est qualifié en battant le Tchad, qui n'est pas quand même le grand nom du football africain. Nous avons battu le Nigeria, nous avons battu le Gabon, qui sont quand même les ténors au niveau de l'Afrique. Nous ne connaissons pas trop l'Angola, le Congo, mais je crois que en fonction de notre préparation, ce que nous allons faire comme préparation, ici le Mali c'est pratiquement le même style que le Niger. L'Angola, il faut dans notre préparation qu'on essaye d'insérer en tout cas des pays, des rencontres où nous allons avoir des pays qui répondent un peu au style de l'Angola et du Congo.
Mais sinon, dans l'ensemble, je pense quand même que c'est vraiment un tirage au sort équilibré où chacun peut jouer sa chance. Alors, c'est un tirage au sort équilibré, vous l'avez dit. Alors, la différence va se faire à quel niveau dans cette poule? Au niveau de la préparation. Comme je l'ai dit, il faudrait qu'on essaye d'approcher notre préparation de la réalité. Nous jouons contre l'Angola, que nous ne connaissons pas. Il faudrait déjà qu'on essaie de découvrir qu'est l'Angola, ce que l'Angola représente comme style de jeu, comme potentialité. Et en tout cas, introduire, il faudrait que notre préparation en tout cas s'approche au maximum de la réalité de notre football. Donc Angola, Congo, faire des stages en tout cas qui vont nous amener en tout cas à la réalité. Je dirais qu'ils sont au repos. Mais je crois que nécessairement nous allons commencer notre préparation parce que hier même on a pu inscrire tous les joueurs qui sont à l'intérieur et M. de Niamey nous voulons les regrouper dans un seul établissement pour continuer leurs études ici et continuer la préparation footballistique. En tout cas, en principe, dès demain, en tout cas, nous avons le feu vert de l'établissement ciblé et que tous les joueurs en tout cas seront regroupés dans ce même établissement pour que ça puisse faciliter la préparation. L'actualité hors de chez nous, le Sénégal met le cap sur les énergies renouvelables. Dakar veut produire 20% de son électricité grâce au solaire ou à l'éolien. Le président Macky Sall a inauguré à Bogol la plus grande centrale solaire d'Afrique subsaharienne. Après 8 mois de travaux, Synergie 2 est maintenant raccordée au réseau d'électricité. Pour fêter l'événement, plusieurs milliers d'habitants ont fait le déplacement. Dans cette région rurale de l'extrême nord du pays, les attentes sont très fortes. Oui, ça va changer la vie, effectivement. Avec l'électricité, on a les frigos. On peut conserver les légumes, on peut conserver la viande. Alors. De l'électricité, c'est aussi la promesse de pouvoir développer des activités. Tout le monde s'en va dans les villes pour avoir du travail, mais nous n'avons pas des ateliers comme les soudeurs ou bien quelque chose comme ça. Mais si nous avions de l'électricité, nous pouvons beaucoup faire là-bas sans sortir le village. 25 emplois locaux seront également créés pour le fonctionnement de la centrale. D'une puissance de 20 MW, c'est la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Elle permettra de fournir de l'électricité à l'équivalent de 160 000 personnes. De l'énergie supplémentaire sur le réseau national, cela signifie moins de coupures, mais aussi la possibilité de raccorder de nouveaux foyers. Le Sénégal est déjà dans l'ère de l'énergie solaire, de l'énergie propre, renouvelable, et nous n'avons pas de choix. Là, ça a été conçu très rapidement, construit en 7 mois, au lieu de nous perdre dans les méandres de l'administration, de la bureaucratie. Au Sénégal, le taux d'électrification en zone rurale est seulement de 30%. Cette centrale est la première d'une série de 7. Elles vont entrer en fonction d'ici la fin de l'année. Le démantèlement de la jungle de Calais en France a commencé aujourd'hui. Ils sont afghans, soudanais. Beaucoup rêvent de quitter Calais pour l'Angleterre. Pour l'heure, c'est vers d'autres régions françaises que les migrants seront transférés. C'est le premier autocar à quitter Calais, symbole du démantèlement de la jungle qui commence pour des centaines de migrants. 8h45 ce matin, après des heures d'attente, ils embarquent dans le calme. Ils laissent derrière eux des souvenirs, des amis aussi, après ces mois, ces années passées dans le bidonville. Je suis content aujourd'hui, content d'aller dans une autre ville, parce qu'ici, dans la jungle, j'ai des problèmes d'estomac. Et tous les jours, des gens essayent de partir au Royaume-Uni. Ils ont des histoires avec la police. Alors, dès 5 heures ce matin, ces migrants se sont massés devant ces hangars. À l'intérieur, une file pour les mineurs, une pour les familles, une autre pour les hommes seuls. Devant une carte de France, ils doivent alors choisir. Ils proposent 2 régions et ensuite nous, on leur remet le bracelet qui correspond à la région choisie pour qu'après
ils puissent s'enregistrer et monter dans le bus qui correspond. Mais même avant de partir, beaucoup ne comprennent pas où ils vont, seulement qu'ils restent en France. Moi, je reste ici. J'en suis sûr. Mon asile, c'est la France. Je reste en France, c'est un bon pays. Pour cela, l'avenir se dessine dans l'un des 450 centres d'accueil et d'orientation ouverts ou réquisitionnés par l'État français et répartis dans tout le pays. Mais où iront ceux qui ne veulent pas partir? Il y en a qui sont déjà cachés dans des maisons, dans des squats, dans des usines désaffectées. Et par contre, les derniers vont rester dans leurs abris jusqu'au dernier moment. Si c'est comme en février, il y en a qui étaient debout sur leurs abris pour éviter que les bulldozers ne les détruisent. L'État et les associations sur place estiment à 2000 le nombre de personnes qui persisteront dans leur idée de passer en Angleterre. À Calais, depuis 15 ans, aucun démantèlement n'a pour l'instant fait durablement diminuer le nombre de réfugiés. La Belgique a jusqu'à ce soir pour dire oui ou non à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. L'histoire d'une région francophone qui résiste à l'Union européenne et son traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, fruit de 7 années de négociations. Et même sommé de se décider par le président du Conseil européen en 24 heures, la Wallonie ne cède pas. Chaque fois qu'on essaye de poser des ultimatums, ça rend impossible une discussion sereine et ça rend impossible un débat démocratique. Donc il ne faut pas d'ultimatum et nous ne déciderons jamais rien sous l'ultimatum et sous la pression. Résultat, à contre-cœur, le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, ne peut adopter le CETA, une incapacité qui paralyse également les 27 autres membres de l'UE. Pour leur défense, les socialistes au pouvoir en Wallonie affirment avoir formulé leurs objections depuis longtemps. Par exemple, contre tout tribunal d'arbitrage spécial qui permettrait aux multinationales de faire condamner des États. Aux grandes dames de la ministre canadienne au commerce extérieur, le refus wallon empêche la cérémonie de signature avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, prévue le 27 octobre à Bruxelles. La Commission européenne semble se résigner. À ce moment, il nous faut de la patience. La Commission reste prête à continuer à assister par toutes les contributions qui sont nécessaires pour aboutir à bien ce processus. La Wallonie réfractaire peut compter sur le soutien d'ONG militantes de gauche et écologistes, mais aussi côté canadien de la sympathie de l'opposition québécoise. Fort de ses 3,6 millions d'habitants, le petit poussé francophone s'impose aux 500 millions d'Européens. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours accompagné des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.